Voilà, nous allons continuer avec les chiffrements symétriques et on va parler d'un algorithme qui est extrêmement répandu, qui est AES, Advanced Encryption Standard. Il a remplacé DES. Il a été adopté par le NIST, National Institute of Standard and Technology, en 2001. Il a été créé par des cryptographes belges. Le block size, c'est un chiffrement par bloc, est de 128 bits. La longueur des clés, c'est 128 bits, 192 ou 256 bits. On verra qu'il y a un nombre de cycles, 10, 12, 14, et ça dépend de la longueur des clés. Euh, il, est il est basé sur le principe de substitution et permutation. Il est rapide aussi bien en hardware qu'en software, puisqu'en 2001, il a été fait pour des processeurs 32 bits. Il n'utilise pas un schéma de Feistel, et puis chaque ronde a une clé qui est dérivée de la clé principale. Alors, le principe, c'est celui-ci. On a un plain text, qui est ce qu'on appelle la state matrix, qui a 128 bits. On a la clé principale, et on voit cette clé principale peut avoir 128, 192, 256 bits. Il y a différentes transformations, et le nombre de transformations qui est là dépend du nombre de rondes. C'est les rondes que l'on retrouve ici. Et ce nombre de rondes dépend de la longueur de la clé. C'est ce qui est indiqué là. Si j'ai une clé de 128 bits, j'ai 10 rondes, 192, 12, 256, 14 rondes. Alors, ici, vous avez différentes opérations. Add round key, sub-byte shift to row, mix column, add round key. On a ces opérations principales qui sont là, que l'on va voir après. Si on regarde, on a add round key, cette opération qui est là, celle-ci sont les mêmes, sauf pour la dernière ronde, c'est un tout petit peu différent pour la dernière ronde. Euh, si je prends hop, voilà, cette animation, voilà, on voit le texte en clair. Alors ici, on a le state matrix qui est le texte en clair qui a 16 bytes et le cipher key, pardon, qui est complété comme ça. Alors ici, on reconnaît ce qu'on a vu précédemment, le state matrix, 6 méthodes add round key, et puis les différentes clés qui sont là. Les clés de ronde qui sont ici, on reconnaît ces sub-byte, shift row, mix column, add round key, et on va voir qu'on tourne là-dedans un certain nombre de fois avant d'effectuer la dernière ronde qui est ici. Voilà, et on a effectué la dernière ronde, et on a le texte chiffré qui était mis ici. Donc on a ces 4 transformations. Alors, sub-byte, voilà. Substitution byte. Donc on a le 19 ici. 19, qu'est-ce que ça veut dire? Le 1, ici on prend la première ligne. Le 9, la 9e colonne. Et on a cette table de substitution qui est toujours la même, qui dépend du coefficient de Legalois. C'est pas n'importe quelle valeur qu'il y a là-dedans. Et on remplace le 19 par D4. Voilà, on voit le D4 qui est ici. Et on fait cette opération pour tous les éléments qui sont là. Ensuite, Shift Row, où on va faire des rotations de 1 byte, 2 bytes, 3 bytes
sur les différentes lignes. Ensuite, mix column. Voilà, on prend chaque colonne ici où on multiplie par une matrice prédéfinie et hop, on obtient ça là. Add round key, c'est là que la clé de ronde intervient où on fait un XOR entre chaque colonne ici et puis chaque colonne de la clé qui est donnée ici. Voilà. Et voilà, on a le principe qui est indiqué là-dessus. Donc c'est exactement ce qui est mis là-dedans. Voilà, avec quelques explications supplémentaires qui sont données ici. Vous avez, voilà, ça c'est chaque élément qui est repris. Donc je passe dessus rapidement parce qu'on l'a vu précédemment. Voilà. Il y a quelques attaques, mais relativement peu sur AES. Principalement les attaques que l'on trouve, c'est ce qu'on appelle des side channel attaques ou des implémentations. C'est-à-dire qu'il y a une implémentation d'AES qui a une faille que l'on peut exploiter. Il y a eu une attaque, une description d'attaque, mais qui a été faite en 2010-2015 sur différents types d'attaques sur AES, mais apparemment sans gravité. Vous avez sur tous les processeurs Intel et sur les processeurs ARM des codes, des instructions gravées dans le silicium qui permettent de faire du AES. Typiquement, si je prends cette opération, le add round key, sur Intel, elle s'appelle comme ça. Voilà. C'est une, deux, trois, quatre opérations ici. Elle s'appelle comme ça sur Intel. C'est une opération assembleur qui s'effectue en un coup de clock. Non, ou en très peu de coups de clock. Mais c'est vraiment une implémentation hardware qui a été faite pour AES. Voilà. Vous avez, ça c'est pour les processeurs Intel. Sur un processeur ARM, vous avez la même chose, des microcodes codés dans le silicium qui permettent de faire eh bien, ces opérations qui sont ici. On voit que les processeurs implémentent des opérations propres à AES de manière à augmenter la rapidité de chiffrement et déchiffrement. Bluefish, Bluefish, c'est un autre algorithme de chiffrement par bloc qui a été inventé par Bruce Schneier en 1993. Il semblerait que Bluefish a des failles qui ont été trouvées. Mais il est intéressant de le mentionner parce que pour comprendre un peu comment est-ce qu'il fonctionne. Donc c'est un block cipher qui a des blocs de 64 bits. Il utilise un schéma de Feistel avec 16 rondes. Il a des clés qui vont de 32 à 448 bits. L'initialisation est très lente. Quand on veut initialiser Bluefish, on a des opérations à faire et ces opérations prennent du temps. Donc, par exemple, pour comment est-ce qu'on appelle, brute force attaque, eh bien, ce sera très lent de faire du brute force attaque avec Bluefish. C'est un algorithme qui est relativement rapide par rapport à Triple Death. Voilà. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, Bluefish, c'est un schéma de Feistel avec 16 rondes. On reconnaît les 16 rondes ici. Première, deuxième, 16e ronde ici. Il a des arrays qu'on appelle des p-arrays. D'accord.
C'est ça là, P1, P16, 17, 18. Et on a des S-box qui sont contenus là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que les valeurs de ces il faut initialiser ces tableaux, ces S-box, et ce sont des valeurs qui sont dérivées de la valeur pi. Pi 3,14. Rappelez-vous, le 3, on ne va pas l'utiliser ici, mais tous les chiffres qui sont après la virgule sont non répétitifs. Et il a utilisé cette non-répétitivité pour initialiser ces P-array et puis S-box ici. Voilà. Alors, f, la fonction f, qui est celle-ci ici, si on regarde, on a un mot de 32 bits, on fait un XOR là, ce mot de 32 bits vient ici, et on a un autre mot de 32 bits ici, en sortie, que l'on combine avec ça là, avec un XOR aussi. Ici, on a les 32 bits d'entrée, les 32 bits de sortie. Les 32 bits d'entrée, qu'est-ce que c'est? On a ces S-box qui sont là. Donc, on prend les 8 bits de poids fort. Cette S-box nous permet de trouver un mot de 32 bits. La deuxième S-box, un deuxième mot de 32 bits. Et on va faire une addition ici, sans tenir compte du carry. Ensuite, on va faire un XOR avec la sortie de cette troisième S-box et une addition avec la sortie de cette quatrième S-box. Et on a ça là qui va sortir ici. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment ces P-array et puis ces S-box sont initialisés. Alors, on a nos 18 P-array ici, et puis nos S-box qui sont là. Ces S-box, il y a 256 mots de 4 bytes là-dedans. Alors, ici, on va prendre les chiffres de pi après la virgule. Donc 3,14 c'est en décimale. Si on transforme ce 3,14 en décimale en hexadécimal, on obtient ça. Donc on prend les 4 premiers bytes ici, on a ça là. Les 4 bytes suivants, on a ça là, etc. Et puis on va compléter ces 18 P-array ici et ces 4 S-box avec tous les bytes qui sont ici. Donc on a 72 bytes pour les P-array et puis 4096 bytes qui vont compléter les S-box là. Ensuite, donc ça c'est quelque chose de parfaitement déterministe. On sait exactement, et c'est toujours la même chose. Où on va avoir quelque chose qui n'est plus déterministe, c'est qu'on va combiner ce P-array ici avec la clé. Donc la clé, rappelez-vous, peut aller de 32 bytes jusqu'à 448 bits. Ici, on a au total 576 bits. Voilà. Le nom, on a 72 bytes ici, ce qui fait 576 bits. Ici, on a une clé, par exemple, de 448 bits. Hop, on va compléter la clé jusqu'à ce qu'on arrive à une longueur de 576 bits. Ensuite, on fait un XOR entre ça et ça. Donc maintenant, ça c'est parfaitement connu, ça c'est inconnu. Donc ça veut dire qu'après, on a des grandeurs inconnues qui sont dans ces P-array. Première partie d'initialisation. Enfin, partie 2 plutôt. Partie 3, on a ces P-array qui ont été initialisés. Voilà. On va prendre un bloc de 64 bits à 0. On va venir dans le Bluefish avec les P-array qui sont initialisés ici et les S-box qui contiennent une suite de valeurs de pi. On va encrypter ça là. Et on va trouver P1 et P2 et on va remplacer les P-array P1 et P2 qui sont ici. Hop, et cette partie qui est là, on va la rencrypter à nouveau avec le P1, P2, ce nouveau P1, P2, les P-array qu'il y avait précédemment et puis les S-box qu'il y avait précédemment. Et on fait ça jusqu'à ce que tous les P-array et les S-box ont été initialisés. Et quand ça c'est fait, hop, eh bien on peut commencer à chiffrer les messages. Voilà le détail. Si on prend le code, on trouve ceci, et je passe un peu dessus rapidement. Voilà, si on regarde maintenant un stream cipher. Un
StreamCipher code les informations bit par bit. Alors, si j'ai le texte en clair qui est là, et j'ai une valeur aléatoire SI qui est ici. C'est une random value, valeur aléatoire. Si SI est parfaitement random, le texte encrypté qui est là, eh bien, est imprédictible. Si je regarde, j'ai le XI qui vaut 0, 0, le SI qui est ici qui peut avoir 0, 1. Donc si ça c'est random, d'accord, à la sortie, quand je fais le XOR, eh bien j'ai soit 0, soit 1. Là. Si j'ai 1, 1 pour le XI, ça là, eh bien j'ai soit 1, soit 0. Donc si ça là, le SI est parfaitement random, eh bien c'est pas possible de prévoir qu'est-ce qu'il va y avoir pour le YI. Et pour décrypter ça, quand je connais ça là, d'accord, je connais ça, je régénère la même suite aléatoire, eh bien, je retrouve le texte en clair puisque une fonction XOR est parfaitement réversible. Si je fais ce 0 XOR ce 0, ça fait 0. Si je fais ce 0 XOR ce 0, ça fait le 0 ici. Si je fais ça, ça fait un 1. 1 XOR 1, ça me fait 0. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement réversible. Des algorithmes de type StreamCipher, pendant longtemps, il y avait peu d'algorithmes type StreamCipher. Depuis quelques années, vous avez ces Salsa20, Chacha20 qui sont des StreamCipher et qui ont été faits par Jean-Daniel Bernstein, qui est un cryptographe, je crois, en Allemagne. Et ils ont implémenté ces algorithmes-là. Ces algorithmes se trouvent dans une librairie Libsodium qui est faite, cette librairie. Pour programmer cette librairie, il y a des informaticiens et des cryptographes qui l'ont implémentée. Ça permet d'éviter bien les fautes de cryptographie habituelles et puis les fautes de programmation habituelles. Et on obtient une librairie qui est robuste, qui est qualifiée de robuste en tout cas. Voilà, alors là vous avez les algorithmes qui sont ici, le plain text qui est là, le texte encrypté. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a la clé qui est là, un nombre aléatoire, un block number qui donne une grandeur de 64 bytes ici, et ensuite qui est combiné, voilà. Et puis on a ces méthodes ici qui génèrent une output de 64 bytes. Ça c'est ce SI, une partie du SI, parce que ce SI va grandir puisqu'on a ce nombre de blocs, de block number qui va être incrémenté chaque fois, comme on le voit ici. Eh bien, le but c'est d'avoir ici des nombres, des grandeurs pseudo-aléatoires qui ont une répétitivité extrêmement longue, voilà, de manière à pouvoir encrypter ces textes qui sont ici. Alors, Salsa20 a ces méthodes-là, voilà, pour pouvoir faire ces opérations. Et puis Chacha20, c'est un tout petit peu différent avec ça là. On a donc ces deux Salsa20 et Chacha20 sont extrêmement utilisés et sont robustes. Un autre algorithme, c'est certainement un des premiers StreamCipher qui a existé, qui est RCI4, qui a été inventé par Ron Rivest en 1987. Le R de Rivest ici, c'est le R de RSA qui est là. Cet algorithme a été gardé secret jusqu'en 1994. Et en 1994, quelqu'un a publié le code sur Internet. Et puis voilà, après, tout le monde connaissait le code RC4. Hop, 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 hop. Il est utilisé par Web. D'accord. L'implémentation actuellement RC4 n'est plus un algorithme sûr, mais jusque dans les années 2000, RC4 était un bon algorithme, mais l'implémentation web était très très mal faite. Et un exemple ici, on a
web utilisent des clés de 40 ou 104 bits. 40 bits, si je prends 40 bits, on a ce qu'on appelle un vecteur initial de 24 bits et qui est parfaitement connu. Donc sur une clé de 64 bits, on a uniquement 40 bits qui sont inconnus et on n'a pas 64 bits inconnus. Première chose, qu'est-ce qui se passe? On prend ce vecteur, cette clé et ce vecteur initial, on les combine pour obtenir un vecteur S. Puis ensuite, ce vecteur S va servir à l'encryption. Ici, comment ça se passe le web? Vous avez une clé partagée qui est connue de l'access point et de l'ordinateur ici. Remarquez que c'est partout la même clé partagée. On a l'ordinateur qui se connecte ici. Celui-ci va envoyer un challenge text en clair. Ce challenge text rentre ici. Il va être encrypté par RC4 avec la clé partagée et le vecteur initial. Ce vecteur IV, qu'est-ce qui va être retourné ici? On a le challenge text encrypté et le IV qui est en clair. Donc ça veut dire que on peut, avec Wireshark, capturer ça très facilement. Vous voyez le IV, vous n'avez plus que 40 bits qui sont shared key ici, qui sont inconnus. Et ça, c'est une faille extrêmement grande. Il y a encore d'autres failles. Et si vous utilisez web, en quelques minutes, vous pouvez trouver les clés de chiffrement. Vous avez un autre algorithme, non pas de chiffrement, mais de transformation de base. Le base64, ça permet de transformer un fichier binaire en texte. Le base64 est utilisé dans toute la messagerie, dans tous les messages. Lorsque vous envoyez tous les emails, lorsque vous envoyez un email, eh bien, avec un fichier binaire, eh bien, il va être codé en base64. Voilà un exemple d'email. Voilà, j'ai un email qui a été envoyé, etc. Et on voit que vous avez dans cet email du B64 qui est ici, qui représente les différents fichiers qui ont été attachés à ce message. Alors, comment est-ce que fonctionne ce B64? Vous avez un message. Un message, c'est une succession de bytes. Donc, on a premier byte, deuxième byte, etc. On a les 8 bits, un byte, c'est 8 bits qui sont ici. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les 6 premiers bits du message. Pourquoi 6? Parce qu'on a base 64. 2 à la puissance 6, ça fait 64 possibilités. Ensuite, on prend ça, on rajoute des zéros devant, on transforme ça en 8 bits, c'est pas important cette partie-là, mais je vous dis qu'on a 64 possibilités ici. Ensuite, on prend les 6 bits suivants, c'est-à-dire les 2 bits ici et les 4 bits qui sont là, et ainsi de suite. Et on va venir dans une table de correspondance avec 64 possibilités et on va coder ces 6 bits ici avec les possibilités de cette base. Donc si je prends un exemple là, j'ai 0x7ab2. Je mets ça en binaire, donc le 7ab2. Voilà. Si je prends les 6 premiers bits, ça me fait ça. Voilà. Je passe à 8 bits, c'est-à-dire que je rajoute 2 zéros devant, ça c'est pas une étape importante, mais j'ai cette grandeur qui est là, en base 10, ça vaut 30. Et j'ai une table de correspondance qui est ici. D'accord. Pour la valeur 30, hop, je code ça par un et. C'est ça. Ensuite, je prends les 6 bits suivants. Donc les 2 qui sont ici, c'est ces deux-là, et les 4 qui sont là. C'est ça. Ça me fait la valeur 43. Cette valeur 43 est ici et ça me fait un R. Et on continue de cette manière-là. Voilà, vous avez, pour représenter cette table ici, vous avez une autre possibilité de la représenter de cette manière-là. Alors, si on regarde,
soit ici, soit là, les caractères utilisés, 64 caractères utilisés, c'est des majuscules, des minuscules, des chiffres, ça fait 52 plus 10 chiffres, 62, 63, 64 caractères possibles. Voilà, on a les 64. Si vous avez un fichier qui contient que des majuscules, que des minuscules, des chiffres et puis des plus et des slash, eh bien, il y a très forte chance que ce soit un B64. Voilà une autre manière de représenter l'information, c'est strictement la même chose. Le B64, eh bien, il va falloir rajouter du padding si j'ai en entrée A 3 caractères. 3 caractères, 3 bytes, ce qui fait 24. 24, c'est un multiple de 6, donc il n'y a pas de padding. Si j'ai 4 caractères, 4 fois 8, 32, 32, c'est pas un multiple de 6. Donc on doit rajouter du padding ici. Et le padding, quand on rajoute du padding, il y a ces signes égales qui viennent mis à la fin. Donc suivant le nombre de bytes que vous avez 1, 2 égaux, 1 égale 2 égaux qui vient mis à la fin, ou rien du tout, si c'est directement un multiple. Un exemple là, ça c'est vraiment, le base64 est extrêmement utilisé pour l'échange de messages, pour des certificats digitaux, etc. On peut utiliser le OpenSSL pour pouvoir chiffrer en base64. Vous avez d'autres types d'encodage. Typiquement le UU encoding, d'accord, qui c'est basé sur le même principe, encode les caractères d'une autre manière que le B64, ou le XX encoding, même principe ici. Vous avez différentes commandes qui vous permettent de faire ça. Quelques algorithmes symétriques, AES, une récapitulation, DS, triple DS, avec comment on appelle, remarques s'il faut utiliser ou pas. Alors, avant de voir le padding oracle, on va juste voir comment est-ce qu'on peut chiffrer. Oui, non, regardons le padding oracle, puis on verra après comment est-ce qu'on peut chiffrer avec la librairie OpenSSL en C. Alors, padding oracle, c'est un type d'attaque que l'on peut faire si un serveur est mal configuré. En cryptographie, le panic oracle est une attaque avec le mode CBC. Lorsque le serveur donne des informations qu'il ne serait pas nécessaire de donner. Donc, donc un oracle en cryptographie peut être... on parle d'oracle en cryptographie lorsqu'un test donne des informations paste ou failed. Voilà. Et on va voir ça typiquement. Si le padding est mauvais, eh bien, le serveur peut indiquer que le padding est mauvais, ou s'il n'indique rien, c'est que le padding est bon. Normalement, un serveur ne devrait jamais indiquer ce genre de choses-là. Voilà. On va comprendre comment ça se passe là-dessus. Alors, le principe, un utilisateur A connaît le texte encrypté qui est là. Ce texte a été encrypté par le serveur. Donc ça veut dire que le serveur, lui, connaît la clé. Il sait que c'est le mode CBC. Il sait que c'est du padding PKCS5 ou PKCS7. L'utilisateur A ne connaît pas la clé. Le serveur A est mal configuré. A est à ce problème-là. Si maintenant, lui, le texte qu'il envoie ici a un mauvais padding, parce qu'il envoie un texte qu'il a forgé lui-même, il a un mauvais padding. Si le serveur est mal configuré, il va dire le padding est mauvais. Et ça, c'est ce qu'on appelle un oracle. To a mechanism in cryptography that can be used to determine whether a test has passed
passed or failed. Donc si le test a passé ou a échoué. Et si le test du padding a échoué, bien il répond ici. Et c'est chose qu'il ne devrait jamais faire. Si le serveur répond ça, l'utilisateur A peut trouver le texte en clair sans connaître la clé. On va voir comment c'est possible. Alors, l'encryption CBC par le serveur. On va utiliser pour l'explication que j'ai donnée ici uniquement deux blocs, P1, P2. D'accord. Quand on encrypte, P1 est combiné avec le vecteur initial, on a l'algorithme qui est ici, la clé qui est là, on a ce texte C1 qui est crypté. Pour le P2, on combine C1, P1, P2 avec C1, on chiffre ça et on obtient C2. Ici, il y a du padding qui est ajouté. D'accord. Enfin, ici, là, il va racheter le padding. Et puis le padding, lui, eh ben, il va être encrypté là-dedans. L'utilisateur A connaît ça. D'accord. Pas ça, c'est quelque chose qu'on doit connaître. D'accord. C'est pas quelque chose c'est pas une sécurité, c'est quelque chose qu'on doit connaître. La sécurité, je vous rappelle, c'est la clé. C1 et C2. Donc, il connaît ça là, ça et ça. Et on va voir qu'avec ce padding Oracle, il est possible de retrouver P1 et P2 sans connaître la clé. Alors, quand l'utilisateur veut faire une décryption normale par le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le vecteur initial, C1, C2 ou serveur. Le serveur, lui, eh bien, il va prendre le vecteur initial, il va prendre C1, il va prendre C2. Il va décrypter C1, hop, décrypter C2, faire le XOR ici, faire le XOR ici, et on aura P1 et P2. Rappelez-vous, P2, eh bien, a du padding, et le serveur va regarder, admettons qu'on a dû rajouter 3 bytes de padding, donc à la fin, il doit y avoir 03, 03, 03. S'il y a 03, 03, 03 à la fin, le serveur, lui, va supprimer ces 3 bytes de padding, et puis il aura le texte décrypté qui est P1 et P2, une partie, les 3 bytes, 8-3, les 5 bytes de P2 ici. Le but maintenant, c'est d'envoyer ici un faux C1 de manière à ce que le XOR ici se fasse d'une certaine manière pour avoir l'information de mauvais padding ou bon padding. Alors, comment ça se passe? Ce schéma-là, d'accord, c'est ça. Voilà. Le but final, c'est de connaître ça. Là. Si on regarde, l'utilisateur A envoie, on a dit ça, C1, C2, le IV, etc. Donc il envoie ça ici. Le serveur, lui, va prendre C2, il va décrypter C2. D'accord. Ça, là, l'utilisateur A ne le connaît pas, puisque ça, c'est sur le serveur. Par contre, ça, c'est toujours décrypté de la même manière. Puisque la décryption ici, hop, c'est toujours décrypté de la même manière. Ici, il y a la clé key que le serveur connaît, qui va paramétrer l'algorithme qui est là. Donc le résultat qui est là est toujours le même. C1, ça c'est C11. C'est l'utilisateur A, quand il veut exploiter cette faille, va forger ça. D'accord. Et on voit qu'on utilise ça pour le XOR qui est là. Alors, le but ici, c'est de connaître ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Premier pas, on veut avoir un padding de 0,1 ici. Donc, on veut mettre 0,1 ici. Donc, lui va forger ça là. Et on voit que ce 0,1 qui est là, il dépend de ça, de ce byte là et de ce byte ici, puisque c'est un XOR.
Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une valeur qui est là et il va modifier ce byte ici. Il envoie, admettons qu'il met 0 ici. Il envoie ça, il met 0, il y a autre chose que 0, 1 là. Le serveur va voir que ce n'est pas le bon padding. Il va dire padding mauvais. Donc l'utilisateur sait que s'il met 0 ici, il sait que le padding est mauvais. Donc il va mettre un 1 ici. Et tac tac, il va renvoyer C11 avec un 1 ici. C2 qui est connu, que lui connaît ici. C2 va être décrypté, ça sera toujours décrypté de la même manière. Et puis, il va faire le XOR avec le 0,1 ici. Et on obtient, admettons qu'à ce moment-là, paf, on obtient 0,1 là. Donc il sait que s'il obtient 0,1, ça veut dire que le padding est juste. Et ça veut dire que le serveur ne va pas envoyer l'information padding fail. Et il sait que si j'ai 0,1 ici, 0,1 ici, eh bien je peux retrouver D2 7. D2 7, c'est 0,1 fois C1 7. Pardon. D2 7, voilà. D2 7, c'est 0,1 XOR C1 7. Ça, puisqu'il n'a pas reçu le message de padding failed, il connaît, il sait que c'est 0,1. Cette valeur qui est là, il la connaît. Cette valeur-là, XOR celle-ci, ça me donne celle-ci. Voilà. Donc on connaît ce byte-là de D de 1. Et on continue. Maintenant, on va avoir 0,2,0,2 ici. Puisque il connaît la valeur qui est là, d'accord, cette valeur-là, on la connaît de l'exercice précédent, on la connaît d'ici. Il va pouvoir calculer le byte qui est là. Maintenant, il va modifier ce byte-là jusqu'à ce qu'on ait 0,2,0,2. Quand il y aura le serveur, quand on aura 0,2,0,2, eh bien, le serveur va dire, il ne va pas répondre padding failed. Il va faire maintenant D216, c'est-à-dire le byte qui est ici. Il va prendre 0,2, ce byte-là, XOR C116, le byte qui est ici. Et on va connaître celui-ci ici. Et on répète ça jusqu'à ce qu'on arrive à 0,8,0,8,0,8. Et ensuite, on connaîtra tout ces 8 bytes qui sont là, on va les connaître parfaitement. On n'a plus qu'à faire ces 8 bytes-là XOR ça, qui est le cas normal. D'accord? Si je reviens, quand on décrypte de manière normale, c'est exactement ça ce qu'on fait. On prendra le C1 que l'on connaît, le vrai C1, et puis on va connaître, puisqu'on connaît la valeur qui est là, ici on connaîtra cette valeur-là, XOR ça, on connaît P2. Et on va connaître... j'étais où? Voilà. Voilà. Et on va connaître le plain text. Voilà. Plain text D2 est égal à D21 XOR C1 qui est ici. Et on connaît ça. Et après, on répète ça pour le bloc suivant, etc. Et on arrive à décrypter tout le texte sans jamais connaître la clé. Donc là, c'est un résumé de ce que je viens d'expliquer. Ici, vous avez un exemple qui est codé en Python avec du DES qui est ici. Voilà, vous pouvez, c'est qu'un exemple qui est donné ici particulier où on peut voir les différentes évolutions et on voit effectivement les paddings qui augmentent comme ça, puis on peut retrouver notre texte en clair ici. On va juste voir ici comment est-ce qu'on peut utiliser la librairie libcrypto pour chiffrer des fichiers en C. Donc typiquement, j'ai un fichier file.c qui contient ça. Je vais utiliser le compilateur GCC avec ce fichier de sortie et puis on va linker avec la librairie libcrypto. Dans ce fichier C, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir un contexte, d'accord, CTX.
et puis un pointeur sur une structure Cypher, EVP Cypher. Première chose, on doit indiquer voilà, quel algorithme on va utiliser, AES 128 CBC. On doit initialiser le contexte. Ensuite, on doit initialiser l'algorithme. Et ensuite, quand ça c'est fait, on va pouvoir encrypter le fichier ou les données. Et puis, on voit qu'on passe comme paramètre uniquement le CTX qui est initialisé ici. Et puis, on va faire, si nécessaire, le encrypt final pour rajouter du padding à la fin, etc. Alors, on va voir un exemple ici. Voilà. Donc, S. Voilà. Alors, ici, j'ai un fichier de base où j'ai le texte en clair qui est là. Ce texte en clair, c'est un tableau de 32 bytes. D'accord. Ici, j'ai la clé de chiffrement et le vecteur initial. Ce ne sont pas franchement des valeurs aléatoires, mais pour la démonstration, ça suffit pour ce que je veux faire. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Je sauve ce tableau dans un fichier. Hop. Save clear text to file. Donc ici, j'ai mon clear text qui est là, la dimension de mon clear text, et puis je vais sauver ça dans le fichier qui s'appelle clear file. Pour faire ça, hop, c'est cette fonction qui est là, où j'ouvre le fichier de destination, d'accord, et puis j'écris mon clear text ici avec la longueur qui est donnée là-dessus, et j'écris ça là-bas dedans. Donc là, après ça, j'ai un fichier clear file qui contient ça. Voilà. Ensuite, je veux crypter le fichier. D'accord. Donc, j'ai comme fichier d'input celui-ci, le fichier d'output crypt file. Je donne la clé de chiffrement et puis le vecteur initial. Donc, on vient dans cette méthode qui est là. Et depuis ici, alors, j'ai mon contexte. D'accord. Si je prends uniquement les méthodes cryptographiques, j'initialise mon contexte. Voilà. Ici, pardon. Voilà, je crée mon contexte, j'initialise le contexte, et ici, j'initialise, voilà, le contexte avec l'algorithme d'encryption que je veux utiliser. C'est ici qu'on choisit l'algorithme que l'on veut. Si je veux du DES, eh bien c'est là que je vais mettre ça. Si je veux du Bluefish, c'est à ce niveau-là. Et j'indique la clé de chiffrement, PKey et puis PIV. D'accord. Qui ne sont pas autre chose que ces tableaux qui sont ici. Ensuite, je fais encrypt update où je prends, alors, le buffer, ça c'est le buffer de destination. Le clear buffer, eh bien, si je regarde, j'ai été ouvrir le clear file et j'ai été lire avec pclearFile, j'ai été lire fread pclearFile et je stocke ça dans clear buffer. Maintenant, j'encrypte ce buffer qui a ce nombre de bytes et puis je stocke cette valeur encryptée là-dedans et j'écris ça dans le fichier pcryptFile qui est celui-ci ici. Ensuite, je fais un cleanup et un free et c'est terminé. Voilà. Ça, c'est les informations de base pour chiffrer. Pour déchiffrer, c'est strictement la même chose. On a ça là. La différence, c'est qu'on doit faire un decrypt init. Avant, on avait un encrypt init. Ici, on a un decrypt init.
Et puis c'est strictement la même chose, c'est un decrypt update au lieu d'un encrypt update. Et on a terminé ça là. Si je prends ça, donc pour compiler, hop, je prends ça là. Je vais expliquer les... Voilà. Donc gcc-w all tous les warnings, c'est pour tous les warnings. Le output, c'est ce fichier-là. Le input, c'est ce fichier source. Et puis je vais linker avec la librairie libcrypto. Voilà. Donc là, j'ai une variable qui n'est pas utilisée. Et qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai ce fichier, d'accord, qui 15h24 qui vient d'être créé. Si j'exécute ce fichier, donc je dois avoir un fichier clearfile qui a été créé, un fichier clearfile qui a été encrypté en un fichier cryptfile. Ce fichier cryptfile a été décrypté en decryptfile. Donc là, j'ai un fichier clearfile qui a été fait, qui a été encrypté dans decryptfile et dans cryptfile et qui a été décrypté ici. Alors, si je regarde maintenant le contenu de clearfile, clearfile contient ça. Attention, ce sont des grandeurs binaires. Ce ne sont pas des caractères. Donc si je fais pour voir ça, je dois faire un hexdump-c clearfile. Voilà. Et là, j'ai des grandeurs binaires qui sont ici. Si j'affiche, je veux le faire comme ça, cat clearfile. Vous voyez, j'ai des caractères spéciaux qui affichent ici. Et je peux avoir vraiment n'importe quoi qui s'affiche. Voilà. Donc si vous avez des fichiers binaires, utilisez hexdump pour voir ça. Ici, le fichier crypté, donc hexdump-c cryptfile. Voilà, ça c'est le fichier crypté, où on voit qu'il n'y a aucune correspondance entre là et là. Et le fichier décrypté, pardon, encore une fois, "-c décrypte. Je mets le "-c parce que ça permet, comme on le voit ici, d'afficher l'équivalent ASCII si c'est possible. Et là, je retrouve le fichier de base que j'avais. Voilà. Et là, c'est ce que j'ai mentionné pour l'encryption et la décryption.